Clint Bonnell, béret vert décoré et assistant médical étudiant, a été retrouvé mort dans des circonstances choquantes en Caroline du Nord. Des circonstances que les procureurs allèguent impliquer son épouse, Shanna Cloud, alors qu'ils étaient en instance de divorce et qu'une possible liaison était en cause. Et maintenant, des mois plus tard, le rapport officiel d'autopsie a été publié, révélant des détails profondément troublants. Nous allons tout analyser avec un médecin légiste et un expert médico-légal reconnu au niveau national. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Un appel inquiétant au 911 a été passé le 25 février 2025 par un homme qui possédait un terrain sur Gainey Road dans le comté de Cumberland, en Caroline du Nord. Il pensait simplement vérifier un terrain qu'il visitait rarement. À la place, il a trouvé quelque chose de vraiment terrifiant. Un corps humain mutilé flottant dans un étang. Urgence du comté de Cumberland. Est-ce urgent? Vous savez qu'il y a un étang et je me suis arrêté pour vérifier la propriété et la maison. J'ai été frappé par la... Il pourrait s'agir d'une partie d'un corps flottant dans l'eau. Et on dirait bien que c'est ça. Je pense qu'il n'y a ni jambes, ni bras, ni rien dessus. Et il s'est avéré que c'étaient les restes de Clinton Clint Bonnell, un vétéran décoré des Bérets verts, étudiant assistant médical, un homme de famille qui avait disparu quelques semaines plus tôt. Et ce qui s'est déroulé à partir de là, c'est une affaire de meurtre que les procureurs affirment être remplie de tromperies, de troubles conjugaux et de révélations médico-légales. Et la dernière fois que nous vous avons parlé de cette affaire ici sur Sidebar, c'était juste après que les autorités aient procédé à une arrestation choquante, accusant nul autre que l'épouse de Clint, Shanna Cloud, de son meurtre. Mais maintenant, les nouveaux résultats d'autopsie publiés jettent une lumière nouvelle et troublante sur ce qui lui est réellement arrivé, selon les autorités. Nous allons aborder ces détails répugnants du rapport. Mais d'abord, si vous n'avez pas suivi l'affaire, voici comment nous en sommes arrivés là. L'affaire commence donc le 28 janvier 2025, car c'est à cette date que Clint, qui étudiait pour devenir assistant médical, ne s'est pas présenté en cours à l'université méthodiste. Un directeur de programme est devenu très inquiet car cela ne ressemblait pas à Clint. Sa famille affirme qu'il était très dévoué à sa carrière, donc son absence était incompréhensible. Ce directeur de programme inquiet a appelé le 911 pour demander un contrôle de bien-être chez Clint. Service d'urgence du comté de Cumberland. Comment puis-je demander un contrôle de bien-être pour un résident du comté de Cumberland? En attente de l'appel avec les Andrews. C'est au 3265 chemin Butler Nursery. C'est près de la 87 ? Oui. Et qu'est-ce que... Ton nom? Je suis donc directeur de programme au programme assistant médical de Méthodiste. Et l'un de nos étudiants, c'est un étudiant plus âgé dans la quarantaine. Il n'est pas venu aujourd'hui et n'a assisté à aucun cours alors qu'ils ont cours tous les jours. Des camarades de classe lui ont parlé hier soir. Vers 19 ou 20 heures, c'était la dernière fois qu'ils ont eu de ces nouvelles par message. Tous les numéros que j'ai tombent sur la messagerie. Il ne répond ni aux emails ni à rien. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il est un ancien militaire. Il vit seul. Nous savons qu'il vit seul, que sa femme est en Virginie et que sa fille vit en Floride. Donc je ne sais pas si quelqu'un le cherche à part. Nous et... Je n'appellerai pas d'habitude, mais c'est très inhabituel de sa part. D'accord. Êtes-vous à cet endroit en ce moment ? Je n'y suis pas. J'y suis. En fait, mon professeur m'a prévenu par téléphone. Il n'est pas encore arrivé. Leur cours a commencé à 8 heures ce matin. Ils sont encore en classe et personne n'a eu de ces nouvelles aujourd'hui. D'accord, j'ai besoin d'obtenir sa description. De quelle origine est-il ? Il est blanc, un homme blanc. Peut-être 1,78 mais 1,80 mm. Il a les cheveux bruns. Ils ne sont pas très courts, mais mi-longs, pas vraiment longs. Ah, peut-être.
Il approche la cinquantaine, peut-être 46 ou 47 ans. Et comment s'appelle-t-il? Clinton s'appelle Bonnell. Bonnell. Il se fait appeler Clint. A-t-il des conditions physiques, médicales ou mentales dont nous devrions être informés? Pas à notre connaissance. Vous ne connaissez peut-être pas la réponse, mais je dois demander. Quelqu'un a-t-il accès à des armes? Il était ancien militaire, donc je le supposerai. Mais ce ne serait qu'une supposition. Très bien, je vais choisir. Inconnu et... Il est dans le programme admis et ancien militaire. Il était en service actif avant d'intégrer le programme. Il se peut qu'il soit encore dans la réserve ou que son service actif soit suspendu pour qu'il puisse être dans le programme. Il possède des habilitations de sécurité. Il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit dont nous soyons au courant. Il n'y a... Ouais, eh bien, pour te dire la vérité, si je m'inquiète, c'est d'abord parce que ce n'est pas son genre de ne pas se présenter. C'est un programme technologique. S'ils ne viennent pas, ils nous préviennent à l'avance. Ils ne manqueraient sûrement pas la journée entière. Je vous laisse, un agent viendra rapidement. Prévenez-nous si vous avez d'autres informations. Ici, dans la barre latérale, on parle beaucoup des situations d'urgence, mais vous savez, ce dont on ne parle pas assez, c'est de la façon de se préparer pour pouvoir faire face à n'importe quoi avec confiance. Les chutes sont une des principales causes de blessures chez les Américains âgés. Une personne sur 4 en est victime chaque année. Et obtenir de l'aide rapidement, cela peut tout changer. C'est là que Medical Guardian entre en jeu. Si vous croyez déjà connaître un dispositif d'alerte médicale, détrompez-vous. Medical Guardian innove sans cesse, rendant ses produits plus élégants, simples et rapides que jamais. Ils offrent aussi des dispositifs à porter au cou, au poignet ou à la ceinture. La protection s'intègre ainsi parfaitement à votre quotidien. Ces dispositifs utilisent la 4G LTE et le Wi-Fi pour vous relier 24 heures sur 24 à des opérateurs d'urgence américains connaissant déjà votre nom, localisation et contact. Ils peuvent envoyer les services d'urgence et prévenir vos proches, qu'il s'agisse d'une chute, d'une réaction allergique soudaine, d'un accident de voiture ou de tout autre type d'urgence. Et avec la détection de chute en option, ils peuvent même appeler à l'aide automatiquement si vous ne pouvez pas appuyer vous-même sur le bouton. Actuellement, Medical Guardian offre à nos téléspectateurs 75% de réduction sur les MG Mini et MG Mini Lite, leurs modèles les mieux notés. Être préparé n'est pas une question de peur, mais de vivre sans limite en sachant que l'aide est toujours disponible. Rendez-vous sur medicalguardian.com / latéral 75. Profitez de 75% de réduction avec le code barre latéral 75 ou DDS 75 aujourd'hui. Les adjoints vont chez Clint sur Butler Nursery Road à Fayetteville. Sa voiture, son sac à dos, son portefeuille et ses effets personnels étaient tous à l'intérieur. Mais Clint était absent. Sa femme, Shanna Cloud, 51 ans, a dit aux adjoints qu'elle ne l'avait pas vu depuis la veille, le 27 janvier, lorsqu'ils s'étaient entraînés ensemble à la salle de sport Fit for Life. Selon Shanna, ils se sont entraînés ensemble dans cette salle de sport, puis sont repartis séparément en voiture. Elle a dit que Clint lui avait dit qu'il allait à l'université méthodiste pour étudier pour un examen. Mais lorsque les enquêteurs l'ont poussée à en dire plus, elle a affirmé qu'elle ne se souvenait plus s'il était rentré à la maison cette nuit-là. Et selon une demande de mandat de perquisition que nous avons examinée dans cette affaire, les adjoints du shérif ont remarqué quelques autres choses étranges. Par exemple, la voiture de Clint, une Mercedes qu'il conduisait presque toujours, était toujours garée devant la maison. Malgré la disparition de son mari, Shanna a refusé de signaler sa disparition selon les autorités. Parlons maintenant de ce qui s'est passé plus tard ce jour-là, car c'est alors que les adjoints reçoivent un second appel. Celui-ci venait de la petite amie de Clint. Oui, il s'avère que Clint avait apparemment une liaison. Les propos de cette petite amie aux enquêteurs semblent contredire la version de Cloud. Selon la demande de mandat, elle a affirmé que Clint lui avait dit avoir rencontré un avocat en divorce le 27 janvier. Elle a également dit qu'il lui avait envoyé un message plus tard dans la soirée, vers 19h53, disant qu'il avait parlé du divorce à Shanna et qu'il allait se coucher. Les relevés téléphoniques confirmeront plus tard que le téléphone de Clint a été localisé à son domicile ce soir-là, et jusqu'au matin suivant, le 28 janvier. Après cela, son téléphone serait resté hors ligne de façon suspecte jusqu'au 30 janvier. Le 31 janvier, les enquêteurs reviennent chez les Bonnell avec un mandat de perquisition.
Et ce qu'ils ont trouvé a renforcé leurs soupçons. Pourquoi? Le sac à dos et l'ordinateur portable de Clint semblaient avoir des impacts de balles. Au 1er février, les enquêteurs ont élargi leurs recherches en Virginie, où Shanna possédait une propriété. Avec la police d'État de Virginie, ils ont saisi sa voiture, son téléphone et fouillé une location. Et ce même jour, Shanna a admis aux adjoints qu'elle avait confronté Clint à propos d'un mot qu'elle pensait provenir de sa petite amie. Puis vient le 25 février, la découverte glaçante d'un torse dans un étang à quelques kilomètres de la maison de Clint. Et en revenant à cet appel, les mots de la personne qui a appelé le 911 ont dépeint une réalité si sombre. Comté de Coverland, service monsieur? Est-ce une urgence? Vous savez aussi qu'il y a un étang dessus. Et je suis passé pour vérifier la propriété et la maison. J'ai été frappé par le... Il pourrait y avoir un corps flottant dans l'eau, ce qui semble être le cas. Je ne suis pas sûr, mais je pourrais dire qu'il n'y a ni jambes, ni bras, ni rien dessus. D'accord. Pour confirmer, c'est toujours en cours? Non, il ne se passe rien, c'est... le milieu de nulle part. Ensuite, nous passons au 28 mars. L'acide désoxyribonucléique a confirmé que les restes appartenaient à Clint Bonnell. Et ce même jour, les autorités ont arrêté Shanna Cloud, soupçonnée de meurtre au 1er degré et de dissimulation de décès. Et maintenant, des mois plus tard, le rapport officiel d'autopsie a été publié. Et ce rapport, qui a été examiné par les médias locaux, semble confirmer certains détails très troublants. Pour analyser le rapport, j'aimerais inviter un invité spécial. Nous accueillons de nouveau la docteure Nada Rutherford du bureau du coroner du comté de Richland. Heureux de vous avoir parmi nous, docteur. Merci beaucoup de prendre le temps. Quand vous entendez parler d'une affaire comme celle-ci, où un corps démembré est retrouvé des semaines après une disparition, dans cet endroit particulier, cet endroit aquatique, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Quels sont certains des défis immédiats auxquels les enquêteurs et les coroners sont confrontés? Le défi immédiat, c'est que vous n'avez qu'une partie du corps. C'est le plus gros problème. Donc, quand j'ai vu les résultats de l'autopsie révélés, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, il y a une arme à feu, il y a un démembrement et il y a peut-être une femme bafouée. C'est une combinaison fatale. Donc, non seulement ce torse est imbibé d'eau et endommagé par l'eau, mais les choses mouillées se décomposent plus vite. Vous allez perdre tellement de preuves simplement parce que le corps est dans l'eau. Il y a une mutilation, vous ignorez où sont la tête et les membres. Vous allez devoir faire appel à tellement d'experts pour vous aider. Peu importe que vous soyez un excellent médecin légiste ou un grand coroner, vous allez devoir trouver un expert anthropologue médico-légal pour vous aider à comprendre ce qui est arrivé à ce corps. Essayons d'en parler. Selon le Fayetteville Observer, l'autopsie a eu lieu le 26 février au bureau du médecin légiste en chef à Raleigh. Le torse a été retrouvé seulement un jour après. Et les conclusions révèlent que Clint Bonnell a été abattu de 4 balles dans le dos avant que son corps ne soit démembré. Le pathologiste a noté 4 blessures par balle dans le haut et le bas du dos. Chaque balle a traversé le corps, ressortant par la poitrine. Et comme le torse avait été immergé dans l'eau, aucun résidu de poudre n'a été préservé. Aucun résidu de tir n'ayant été préservé, les enquêteurs n'ont pas pu établir la distance entre le tireur et la victime. Il n'y avait aucune balle ni fragment. Il y a aussi ici des détails vraiment horribles concernant le démembrement. Mais nous allons d'abord en parler. D'abord, Nada, de ton point de vue, en tant que médecin légiste, la trajectoire de ces blessures, n'est-ce pas? À quel point cette analyse est-elle précise? Cette conclusion est-elle fiable? Et que vous indique cette trajectoire dans une affaire comme celle-ci? Donc, lorsque nous examinons des blessures par balle sur un corps, nous voulons pouvoir observer le trajet qu'elles suivent à travers le corps afin de déterminer laquelle des balles a pu causer la blessure mortelle. Lors d'une autopsie, en observant les photos au tribunal, on voit comment des sondes sont insérées dans la blessure pour montrer la trajectoire. Mais la façon dont ce corps a été retrouvé, il manque certaines choses ici, comme les organes internes. Certains organes internes manquent. Je ne sais pas pourquoi. Les a-t-elle découpés ou aurait-elle prétendu l'avoir fait? Que s'est-il passé là-bas?
L'absence de ces organes nous prive d'informations sur la trajectoire que leur présence aurait permis d'obtenir. Mais la trajectoire venant de l'arrière, n'est-ce pas? Cela veut-il dire que Bonnell ignorait les coups de feu? Était-il en train de s'enfuir? C'est différent de quelqu'un qui serait touché directement à la tête ou à la poitrine, n'est-ce pas? Cette position est importante. Comme je l'ai dit, le problème est la perte de résidus de tir. Vous perdez les preuves de résidus de tir. Alors, encore une fois, à quel point cela complique-t-il la détermination de la façon dont cette fusillade a eu lieu? Il va être difficile de déterminer à quelle distance la tireuse pouvait se trouver afin de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, était-il allongé quand elle lui a tiré dans le dos? S'enfuyait-il? S'éloignait-il d'elle après une discussion difficile sur une demande de divorce? Nous ne savons pas cela. Nous n'avons pas non plus la tête ni les membres pour pouvoir déterminer s'ils ont reçu des balles. Donc, le médecin légiste a explicitement déclaré qu'avec les informations dont il dispose, les blessures par balle sont la cause du décès, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cette mutilation qui a eu lieu. Et je sais que nous allons en parler beaucoup plus en détail, mais la trajectoire des balles, c'est assez important, mais dans ce qui est précis, ce n'est pas si important. Nous savons que cette personne est morte. Nous savons qu'il s'agit d'un homicide. Maintenant, prouver laquelle de ces blessures est mortelle sera important pour que le médecin légiste l'inclue dans son rapport. Et encore une fois, avant d'en arriver là, le fait que les projectiles n'aient pas été retrouvés pour qu'ils n'aient pas été récupérés, est-ce un problème? Et est-ce que c'est inhabituel? Ce n'est pas inhabituel, mais c'est un problème parce qu'on ne peut pas les relier à d'éventuelles armes qu'ils pourraient trouver au domicile. Avait-il une arme à feu? Avait-elle une arme à feu? Était-elle enregistrée à leur nom? À qui appartenait cette arme? S'ils trouvent une arme à feu, vous n'avez pas les projectiles pour pouvoir comparer les strisses sur la balle avec le canon de l'arme. Vous perdez ainsi de nombreux éléments médico-légaux et informations balistiques habituellement disponibles. Et donc, oui, cela pose un problème, mais ce qui n'est pas du tout flou ici, c'est le fait qu'il s'agit d'un homicide et qu'il a reçu ses blessures par balle dans le dos. Cela en dit long sur ce que le tireur faisait et sur ses motivations possibles. C'est une femme et un homme. L'homme est un béret vert, formé au combat et très compétent. Comment a-t-elle réussi à le neutraliser? L'a-t-elle d'abord empoisonné puis abattu dans le dos? Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas plus de rapports. Mais je vais vous dire ce qui n'est pas supposé. Il y a eu une planification pour ce meurtre. Quelqu'un devait savoir quoi faire. Elle a une formation et une expérience médicale. Elle travaille dans un établissement pénitentiaire, ou du moins, elle a déjà eu une expérience dans un établissement pénitentiaire. Elle a accès à des informations. Elle a apparemment parlé à quelqu'un de ce qu'elle envisageait peut-être de faire. Ce n'était pas seulement impulsif. Elle devait avoir une certaine préméditation dans ce crime si elle l'a vraiment commis pour le tuer, avoir les moyens de le tuer, puis démembrer son corps. Elle ne s'est pas contentée de le démembrer et de le laisser à la maison. Elle a dû transporter ce corps. Donc, à n'importe quel moment de ce processus, elle aurait pu appeler les autorités. Elle aurait pu les prévenir, mais elle n'a rien fait de tout cela. Et c'est sur ce point que sa défense va devoir s'expliquer. Et soi-disant, n'est-ce pas? Je veux dire, elle est... A été accusée de cela. Elle a droit à une défense, mais c'est pour le moins intéressant, compte tenu de ce dont nous avons parlé précédemment dans l'histoire. Selon le rapport, c'est étrange, n'est-ce pas? Les restes étaient seulement ce torse. La tête, les bras et les jambes de Bonnell manquent. L'autopsie indique qu'un outil tranchant, peut-être même une scie mécanique, a été utilisé pour le démembrement. En plus des membres manquants, d'ailleurs, le rapport signale une grande entaille de 25 cm sur l'abdomen. Et comme l'a dit le docteur Rutherford, plusieurs organes, l'estomac, les reins, ont disparu. Qu'ils aient été retirés lors du démembrement ou perdus pendant la décomposition reste incertain. Et malgré l'état du corps, le médecin légiste a été clair à ce sujet. La cause du décès de Clint Bonnell était de multiples blessures par balle. La cause du décès était un homicide. Le rapport conclut que, même si d'autres blessures pouvaient être cachées par la décomposition et le démembrement, les blessures par balle seules étaient mortelles. Commençons par là. Comment savent-ils que les blessures par balle ont causé la mort? Je veux dire,
D'accord, d'un point de vue humain, c'est tellement macabre à dire, mais si on parle d'organes qui ont été retirés, j'espère que la cause du décès était les blessures par balle plutôt que quelqu'un ait ressenti le démembrement. Encore une fois, en mettant cela de côté, mais comment savent-ils de façon indépendante que celle-ci était mortelle, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent? Parce que le cœur n'a pas été retiré et les poumons non plus. Et donc, Si ces coups de feu touchent ces deux zones, alors il est fort probable qu'une personne va se vider de son sang sans soins médicaux. Si rapide, soudain, c'est ce que tu espères. Comme tu l'as dit, c'est effrayant et dégoûtant, mais on espère qu'il n'a rien ressenti. J'espère que ce fut soudain. deux choses, pourquoi vouloir faire ça? D'accord, revenons en arrière une seconde. À quel point est-ce difficile pour quelqu'un de vraiment démembrer un corps? Physiquement, à quel point est-ce difficile pour quelqu'un de le faire? Et B, émotionnellement et mentalement, démembrer quelqu'un, supposément quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un dont vous étiez amoureux. Parlez-moi de cela. En découvrant cette affaire, je me suis dit que cette personne était soit enragée, soit aidée. Je n'exclus rien. Vous savez, son avocat dit qu'elle est innocente. Et ce que j'en ai pensé, c'est que, eh bien, si elle est innocente, c'est le moment de commencer à balancer et à chanter comme un oiseau. Parce que si quelqu'un d'autre t'a aidé à faire ça, ou si tu as eu cette idée que tu ne voulais peut-être plus de lui et que tu as demandé l'aide de quelqu'un d'autre, il faut commencer à raconter l'histoire. Mais si elle a fait ça toute seule, elle aurait dû le mettre dans une position où il n'était plus capable de bouger. Elle aurait dû le rendre inapte d'une manière ou d'une autre, soit par les blessures par balle, soit par empoisonnement, lui tirer dessus, puis le démembrer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est horrible à dire, de découper un poulet entier. Cela peut être difficile si on ne sait pas ce qu'on fait. C'est une infirmière avec une formation médicale. Elle n'a pas besoin de chercher sur Google. Elle a littéralement une multitude de connaissances déjà devant elle et à portée de main simplement en posant des questions aux médecins, aux revues scientifiques. Elle pourrait littéralement chercher cela dans un cadre professionnel et personne ne trouverait ça étrange parce qu'elle travaille dans le domaine de la santé. C'est très difficile cependant de découper un corps humain, la tête, pas tellement, mais les bras et les jambes, passer à travers ses articulations, c'est un processus difficile. Comment a-t-elle fait ça? Elle aurait dû utiliser un appareil mécanique ou motorisé, car pensez à la scie à main et au mouvement de va-et-vient, simplement la physicalité de cela. Oui, elle faisait peut-être de l'exercice et était en excellente forme, mais une personne ordinaire ne peut pas rester là et scier quelqu'un. Elle aurait dû avoir de l'aide, soit d'un appareil de sciage assisté par moteur, soit de quelqu'un qui l'aidait. Et cette entaille de 25 cm sur l'abdomen, qu'est-ce que vous pensez d'une blessure comme ça? Comment déterminez-vous si cela s'est produit avant la mort de Bonnell, pendant le démembrement, ou plus tard, lors de la décomposition? Est-ce que cela vous interpelle? Oui, parce que les organes ont été retirés. Donc, je voudrais savoir s'il y avait une activité animale près de cette zone qui aurait pu causer cette entaille. Nous perdons beaucoup d'informations car le corps était dans l'eau et en décomposition. Donc, dans le cas d'une mort plus récente, nous pourrions voir certains motifs. Nous pourrions voir des bords dentelés. Nous pourrions voir comment la blessure, vous savez, a pu être créée. Mais dans un cas comme celui-ci, où il y a possiblement eu une activité animale, quelque chose a pu griffer l'abdomen et peut-être se nourrir des organes. Nous ne savons tout simplement pas. Encore une fois, le rapport du médecin légiste, le rapport détaillé, va nous en apprendre énormément parce que même si le corps était décomposé, nous devrions pouvoir voir si quelque chose a été retiré de façon chirurgicale, comme les connaissances anatomiques qu'il faudrait avoir pour pouvoir enlever ces organes par opposition à un animal qui les aurait mangés en pensant simplement qu'il s'agissait d'une carcasse dans l'eau. Mais ceci est Une chose dégoûtante? une affaire dégoûtante, honnêtement, pour moi. Comme la quantité d'émotions qu'il faut avoir pour découper quelqu'un que tu as aimé, avec qui tu as été marié pendant 16 ans. Oh, tu sais, l'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée, c'est ce qu'on dit. C'est ce que les procureurs diront du point de vue de la défense. Du point de vue de la défense, et ça, c'est quelque chose, je veux dire, tu as vu ça d'innombrables fois. Ce n'est pas impossible. Si procès il y a, la défense fera appel à son expert pour donner une autre conclusion sur les faits. Si tu n'as pas ses membres, si tu n'as pas les organes,
Quels sont les arguments qu'un médecin légiste de la défense pourrait avancer concernant la cause et la manière du décès? Quelles sont les pistes qu'il pourrait explorer? Parce que si tu n'as pas ces autres éléments, quel contre-argument pourrais-tu imaginer concernant ce qui lui est arrivé ou qui a fait cela? Il n'y a aucun contre-argument quant à savoir s'il s'agit d'un homicide ou non. Il n'y a aucun contre-argument sur la façon dont les blessures sont survenues. Donc, je me fiche de qui ils vont faire venir. N'importe quel anthropologue médico-légal digne de sa formation et de ses compétences vous dira que ce démembrement a été effectué à l'aide d'un objet provoquant un traumatisme par arme tranchante. À mon avis, la défense va devoir s'attaquer à son état émotionnel ou bien essayer de prouver qu'elle avait un complice ou alors simplement maintenir la défense selon laquelle elle ne l'a tout simplement pas fait elle-même. Mais je ne pense pas que l'on puisse contester les blessures, ni le mécanisme par lequel il est mort. Pour moi, ils vont devoir s'attaquer à l'aspect émotionnel. On ne peut pas contester les faits de l'affaire. Les faits sont qu'il a été abattu. Je suppose que la question est, si jamais ils ne retrouvent pas les autres parties de son corps, pourront-ils quand même expliquer ce qui s'est passé et obtenir une condamnation? Absolument. Vous voyez, ce qu'ils vont faire, c'est une analyse des traces d'outils et ils vont examiner les os restants parce qu'elle n'a pas simplement coupé ses os proprement. Il va y avoir des marques, il va y avoir certaines coupures à cet endroit. Il va y avoir ce qu'on appelle des faux départs, qui sont comme des sortes d'entailles superficielles qui ne pénètrent pas l'os. Encore une fois, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Elle a utilisé une tronçonneuse. Ils disposent de toutes sortes d'outils et d'analyses qu'ils peuvent utiliser pour déterminer quel type d'appareil elle a utilisé. Il existe plusieurs catégories de scie. Et encore une fois, elle n'a pas utilisé de scie manuelle pour faire cela. Elle aurait dû avoir quelque chose comme un appareil mécanique assisté par moteur pour faire cela. Et l'accusation et la défense vont trouver leurs propres anthropologues médico-légaux pour analyser cette étude des traces d'outils, rédiger un rapport et expliquer comment cela a pu se produire. Parce que voilà le problème. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a été tué. La seule question ici, c'est qui l'a fait? Ils ne peuvent pas vraiment contester les preuves médico-légales de cette affaire. Ils vont devoir s'en prendre à elle ou à la personne qu'ils pensent être le coupable. Et j'ai tellement de peine pour sa famille et ses amis qui doivent entendre ces détails, tu vois? Ils doivent maintenant revivre ce qui s'est passé ici. Et si cela va jusqu'au procès, ils devront s'asseoir dans cette salle d'audience. Un jury doit voir ces images choquantes. C'est vraiment une affaire troublante et répugnante à bien des égards. Revenons à Cloud, qui a fêté ses 51 ans depuis son arrestation. Elle est accusée de meurtre au premier degré, vous savez, de dissimulation de cadavres. Elle est détenue au centre du comté de Cumberland sans possibilité de caution et nous suivrons de près la suite. Merci Dr Nada Rutherford pour votre temps. C'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Voici tout pour Sidebar pour l'instant. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À bientôt.